Bonjour à tous dans cette vidéo. Voici quelques petites instructions pour le chapitre à venir. Donc là aujourd'hui on démarre un nouveau chapitre, un chapitre qui va porter sur la transmission des caractères héréditaires, donc la transmission des chromosomes, des gènes, etc. D'abord d'une cellule à l'autre et ensuite d'un individu à un autre, c'est-à-dire de génération en génération. Comme c'est un chapitre plus complexe, on va faire un ensemble de cours virtuels, comme ça que je vous transmettrai en vidéo pour que vous puissiez faire des pauses, passer, revenir, etc. L'objectif, c'est de faire vraiment comme si on était en classe. Donc aujourd'hui déjà, il va vous falloir une certaine quantité de matériel en face de vous. Il va vous falloir une feuille de brouillon, il va vous falloir votre cahier ouvert, des stylos des couleurs habituelles, hein, rouge, vert, bleu, crayon papier, etc. Et puis, ça se présente sous la forme d'un cours normal, c'est-à-dire qu'il va y avoir des parties où je vais expliquer, je vais poser des questions, vous allez devoir essayer des choses au brouillon, etc. Donc une partie un petit peu court. Et puis, dans une deuxième partie, je vais lancer l'activité que je vais vous demander cette semaine, qui est en fait une analyse de graphique, d'accord, que je vous laisserai faire pour la fin de semaine. Donc, je vais vous guider avec la vidéo pour que vous y arriviez correctement, hein, c'est l'objectif. Mais l'idée, c'est que vous finissiez cette activité chez vous. Je ne vous donnerai pas la réponse dans cette vidéo, vous l'aurez la semaine prochaine. Voilà un petit peu. Donc, dans cette première partie, ce premier diaporama concerne la transmission des caractères héréditaires, en particulier d'une cellule à l'autre. Alors, pour commencer, quelques petites révisions, hein, puisque on va s'appuyer sur des données qu'on a déjà vues dans le chapitre précédent. Donc, pour commencer, vous le savez, l'information héréditaire se situe dans le noyau. Ces informations sont portées par des chromosomes, et ces chromosomes sont des molécules en forme de bâtonnet. Donc ça, c'est des rappels généraux. Donc, premier petit exercice de révision, je vais vous demander, sur votre feuille de brouillon, de me schématiser une paire de chromosomes numéro 9 assez rapidement. Donc là, vous mettez la vidéo en pause, et puis vous faites votre petit schéma, qu'on va corriger ensuite. Voilà, j'espère que vous avez fini. Donc, cette paire de chromosomes numéro 9, donc vous voyez, ils sont représentés en beige ou orange. Donc les deux chromosomes 9 avec deux gènes qui ont été représentés, un gène de la pigmentation de la peau, un gène du groupe sanguin. Vous savez qu'il y en a plein d'autres hein, sur ce chromosome. L'objectif étant de montrer que sur les deux chromosomes d'une paire, on a le même gène, même si on n'a pas forcément la même version de gène, c'est-à-dire pas forcément le même allèle. Hein. Vous vous rappelez, on peut avoir la version A pour le groupe sanguin ici, la version B, et avoir quelqu'un qui est de groupe sanguin AB. Donc ça, c'est ce qu'on a vu sur les semaines passées. Donc, on va commencer à problématiser un petit peu cette idée de transmission. Alors, déjà, il faut rappeler combien de paires de chromosomes possède chaque cellule d'un être humain. Ça, normalement, vous le savez par cœur, ça doit être immédiat. Si on regarde un karyotype, on voit bien que on a des numéros jusqu'à 22, donc 22 paires plus la paire de chromosomes sexuels, ici XX, donc on est en face d'une femme, et vous voyez donc on a 46 chromosomes, hein, parce que 23 paires, ça fait bien 46 chromosomes, si on compte les bâtonnets, on en compte 46. Bien. Alors, cet individu hein, qui va avoir dans chacune de ses cellules 46 chromosomes, et ben, il vient bien de quelque part, hein, il n'a pas été généré spontanément en claquant des doigts. Donc l'objectif là, ça va être que vous me rappeliez, on l'a vu l'année dernière, on l'a revu en début d'année, comment est-ce que on forme un nouvel individu. Alors je vais vous laisser faire, à partir d'un père et d'une mère, comment on forme un nouvel individu. Donc vous mettez la vidéo sur pause et vous essayez de me faire un petit croquis ou de petites phrases rapides. Donc là c'est assez simple. Vous avez un ovule, un spermatozoïde qui vont fusionner, y compris les noyaux qui vont fusionner, pour donner, donc ça s'appelle la fécondation, hein, cette fusion, ça va donner une cellule œuf ou zygote, qui va donner à son tour un embryon, puis un fœtus qui va donner un bébé. Comment se passe ce passage Eh bien, depuis une cellule œuf unique à un embryon, un fœtus et un bébé qui va contenir en fait plusieurs millions de cellules.
Donc ça se passe de la manière suivante, ça aussi c'est quelque chose qu'on a vu l'année dernière, ça se passe par division cellulaire successive. Donc là on a l'exemple chez un lapin, chez un humain, mais c'est exactement le même phénomène. Donc vous voyez au départ une cellule unique, hein, avec les deux noyaux qui sont en train de fusionner, puis cette cellule va se diviser en 2 cellules, puis en 4 cellules, puis en 8 cellules, etc. Donc on va bien avoir division successive. Donc je vous rappelle que nous on se pose la question de la transmission de ce matériel génétique. Hein. On sait qu'a priori dans les cellules humaines il y a 46 chromosomes, d'accord. Donc si on part du postulat, c'est-à-dire de l'idée, de l'hypothèse que notre cellule œuf de départ, la cellule unique qui commence à former l'individu a 46 chromosomes, qu'est-ce qui va se passer pour ces chromosomes au cours de la division? Eh bien, si on réfléchit avec une analogie, c'est-à-dire que je considère que ma cellule œuf qui contient 46 chromosomes, c'est une poche qui contient 46 bonbons. Si je veux diviser ma poche en 2 poches, eh bien, à l'arrivée, je vais avoir 2 poches avec 23 bonbons. D'accord? Donc, a priori, hein, si je divise en 2 ma cellule qui contient 46 chromosomes, dans chacune de ces 2 cellules, je devrais avoir 23 chromosomes. Et puis après, je vais avoir à nouveau une division, hein, où chacune de ces 2 cellules-là va se diviser en 2, puisque j'en ai 4 à l'arrivée. Donc je vais encore diviser ma quantité de chromosomes, hein, ou dans mon analogie, ma quantité de bonbons par sac, je vais encore la diviser par 2, ce qui fait que je vais me retrouver en fait dans chaque cellule avec 11,5 chromosomes. Et puis, ben, tout ça pour former un bébé, enfin un individu qui va contenir plusieurs millions de cellules, eh bien, ben, il va falloir que je divise du coup ma quantité par 100 millions de cellules. Bon, vous voyez bien que ça fait une quantité infime d'ADN dans chaque cellule, et on sait que c'est pas possible puisqu'on a vu que dans chaque cellule humaine, il y avait 46 chromosomes. Donc ça pose question, hein, quand même. On ne sait pas comment c'est possible. Donc on va se poser cette question. Comment est-ce que ça peut marcher, du coup? Donc bah là, je vais vous donner la main. C'est vous qui allez réfléchir et qui allez émettre des hypothèses sur votre brouillon. Donc vous allez faire une pause sur la vidéo et vous allez essayer de trouver une solution. Comment c'est possible? On sait que les cellules humaines, elles contiennent toutes 46 chromosomes et elles sont toutes issues de la division d'une cellule unique qui est la cellule œuf. Alors comment il est possible qu'après des millions de divisions, je me retrouve avec des millions de cellules qui ont toutes 46 chromosomes? Est-ce que vous arrivez à trouver une solution viable pour ça? Voilà, on met en pause, on y réfléchit sérieusement. S'il faut, on passe une deuxième fois à la consigne et on y va. Bien, j'espère que vous avez terminé. Donc, qu'est-ce qu'on peut imaginer? Alors évidemment, moi je suis chez moi, vous êtes chez vous, je peux pas avoir vos hypothèses en direct. J'ai formulé l'hypothèse que la majorité des élèves formulent en général sur ce moment-là du cours. Maintenant, vous avez probablement eu d'autres hypothèses. Si c'est le cas, vous pourrez la confronter avec les données qu'on va étudier après sur le graphique pour voir si elle est juste ou pas. D'accord? Ou même vous pouvez me poser la question par message Teams sans souci. Donc, l'hypothèse que j'imagine, c'est peut-être que la cellule de départ, la cellule œuf, hein, n'a pas 46 chromosomes, mais beaucoup plus. C'est-à-dire que on imagine qu'il y a des millions de chromosomes dans la cellule œuf, qu'à chaque fois qu'elle se divise, cette quantité de chromosomes est divisée par 2. Et puis, comme on divise 100 millions de fois environ, eh bien, on va se retrouver avec 46 chromosomes dans chaque cellule. C'est quelque chose qui est plausible mathématiquement parlant, puisque ça correspond à ce qu'on voit à l'arrivée, hein, 46 chromosomes dans chaque cellule. Maintenant, est-ce que c'est la réalité? Pour ça, il faut regarder un peu plus en détail les karyotypes de ces différentes cellules. Donc c'est ce qu'on fait en dessous. Ici, donc, c'est un peu flou, mais on le voit quand même assez bien. Vous avez une cellule œuf. Donc ça, ce document 1, c'est un karyotype de cellule œuf, c'est-à-dire une photo ordonnée des chromosomes de la cellule œuf. Et ici, vous avez un embryon à 4 cellules, dont on a pris le karyotype d'une de ces 4 cellules. Et alors, qu'est-ce qu'on constate? Eh ben, on constate que
dans cette cellule œuf, il n'y a pas des millions de chromosomes, mais comme dans toutes les cellules du corps humain, il y a bien 46 chromosomes également. On pourrait s'amuser à les compter puisqu'on voit pas bien les numéros, vous pouvez le faire, hein, mais il y en a bien 46, d'accord. Et c'est d'ailleurs le cas aussi dans les 4 cellules de l'embryon à 4 cellules, et ça sera le cas dans les millions de cellules du bébé ou de l'individu adulte qui est composé de plusieurs centaines de millions de cellules. Ok? Donc ça, c'est quelque chose d'important à considérer. Non, cette cellule œuf n'a pas des millions de chromosomes. Donc si on doit résumer un petit peu, hein, on va se retrouver avec une hypothèse rejetée et il va falloir imaginer d'autres hypothèses. Donc déjà, si on fait un constat, la première cellule, comme les autres, contient 46 chromosomes alors qu'elles sont toutes issues de cette première cellule par division. Ça peut paraître illogique et pourtant c'est la réalité. On va se demander comment c'est possible. Et avant de répondre, il va falloir faire une petite pause. On va tout mettre en ordre, d'accord? Donc là, sur votre cahier, à la suite du titre du chapitre que normalement vous avez déjà copié, vous allez écrire le grand 1, la transmission de l'information héréditaire de cellule en cellule, le problème, comment malgré les divisions permanentes des cellules de l'organisme, parvient-on à conserver 46 chromosomes dans chaque cellule, alors que vous savez, hein, ça devrait diminuer de moitié à chaque fois. Et on va faire une analyse de graphique pour voir comment ça se passe, essayer de trouver des indices pour peut-être formuler une nouvelle hypothèse. D'accord? Donc je vous laisse copier ça, mettre en pause, et ensuite on redémarre avec cette analyse de graphique qui sera votre travail à faire pour la semaine prochaine. J'espère que vous avez maintenant tout écrit. Donc on va passer à l'analyse de graphique, et pour cette analyse de graphique on va avoir besoin d'un petit point de précision de vocabulaire. Donc cette petite précision, elle vient d'un zoom sur un chromosome. Donc si je zoome sur un chromosome, donc là vous avez une paire de chromosomes simples qu'on a représenté un petit peu différemment que d'habitude, hein. Vous voyez que chaque paire de chromosomes a bien une forme de bâtonnet, mais vous voyez qu'en fait ce bâtonnet il est composé d'une espèce de spirale, hein, d'une molécule en forme de fil, de filament, qui est enroulée sur elle-même pour former ce bâtonnet. Cette molécule, c'est ce qu'on appelle l'ADN, d'accord? Donc il faut bien retenir que cet ADN, c'est une molécule sous forme de filament qui va s'enrouler sur elle-même pour former des chromosomes en forme de bâtonnet. D'accord? Donc l'ADN, c'est la base du chromosome, c'est la molécule qui compose le chromosome en se pelotonnant, en s'enroulant sur elle-même. Donc c'est bien cet ADN, en fait, hein, cette molécule qui va contenir les informations héréditaires. Pourquoi c'est important maintenant? Ça va être important parce qu'en fait, le graphique que vous allez devoir interpréter, il parle simplement de quantité d'ADN, d'accord? Donc il faut bien retenir que l'ADN, en fait, c'est le support de l'information, parce que c'est l'ADN qui est le filament qui forme les chromosomes, ok? Donc je vais vous laisser faire une pause, notez ça rapidement sur votre cahier, hein, c'est une définition qu'il faudra connaître, et puis on embraye sur l'activité en tant que telle. Bien, allez, c'est parti, on passe aux choses sérieuses. Donc ça, c'est l'activité. Vous voyez qu'il y a une analyse de graphique à faire, hein, un graphique classique avec un titre de l'axe des ordonnées et son unité, un titre de l'axe des abscisses et ses unités, donc la courbe où vous avez même des parties surlignées de couleurs, hein, qui vous aident à vous repérer. Donc vous allez avoir 4 questions auxquelles il va falloir répondre. Je vous ai remis ce document, ces questions, sur un PDF que je vous ai mis dans la partie fichier de Teams pour vous permettre d'y accéder simplement, de pouvoir l'imprimer si vous êtes plus à l'aise, etc. Donc on va reprendre ce document, et en fait ce que je vais faire là, c'est que je vais vous donner des outils, des astuces pour pouvoir répondre aux questions, en fait un petit peu d'aide, un petit peu de guidage pour ces questions. Cette aide, vous avez plusieurs façons de l'utiliser. Soit vous vous dites, je commence, je fais les questions en même temps que j'ai l'aide, je fais des pauses à chaque question, comme ça je suis sûre de bien réussir. Donc vous pouvez utiliser l'aide dès le départ. Soit vous vous dites, je démarre sans besoin d'aide, et par exemple si j'arrive à la question 1 et la question 2, tant mieux, et si j'arrive pas à la 3, je mettrai l'aide pour m'aider pour la 3. Ça c'est la deuxième solution, vous l'utilisez en cours de route. Vous pouvez aussi, troisième solution, décider de tout faire d'un bloc, et puis à la fin, utiliser les consignes, l'aide que je vais vous donner maintenant pour pouvoir vérifier un petit peu vos réponses aux questions.
Voilà les 3 façons d'utiliser. Vous en faites ce que vous voulez, je vous laisse un petit peu libre de votre façon de travailler. Donc on va aller dans le PDF, ça me permettra d'annoter le document en même temps que vous, et on va prendre les questions une par une. Donc vous voyez que, en fait, sur mon PDF, très simplement, donc j'ai le titre, j'ai le document, et puis après j'ai les questions. Donc, on va prendre question par question. Alors, pour la question 1, que représente ce graphique? Alors ça, c'est quelque chose que normalement vous faites depuis la 6e, c'est assez simple, je le répète. Pour savoir ce que représente un graphique, ce qui est important de lire, ce sont les titres des axes. Donc là, en l'occurrence, je l'ai fait exprès, j'ai pas du tout mis de titre général pour vous forcer à lire les titres des axes. D'accord? Donc, on sait ce qu'on a fait varier et ce qu'on regarde évoluer. Et c'est ça qui est important. Donc, si je prends mon stylo, donc je vois que le titre de mon axe des abscisses, donc c'est quantité d'ADN par cellule en unité arbitraire. Donc ça, c'est ce qui m'intéresse, c'est-à-dire c'est la valeur que je vais regarder varier. Et ça, c'est en fonction de quoi je vais regarder cette valeur variée. Je vais la regarder varier en fonction du temps. J'aurais pu décider de la regarder varier en fonction, je sais pas moi, de la quantité d'une substance que j'ai ajoutée. C'est pas le cas. Là, c'est vraiment en fonction du temps. Donc, quand on veut dire ce que représente un graphique, on prend le titre de l'axe des ordonnées en fonction de titre de l'axe des abscisses. Donc, vous avez juste à rédiger cette phrase-là. D'accord? Titre de l'axe des ordonnées en fonction de titre de l'axe des abscisses. C'est tout simple. Voilà, donc ça c'est pour la première question extrêmement facile. Deuxièmement, donc décrire l'évolution de la quantité d'ADN par cellule pendant la période orange. Donc c'est important, ça c'est une consigne, je vous l'ai dit, répétez, rabâchez, tout ce que vous voulez, d'arriver à bien comprendre les verbes. Donc on a dit décrire l'évolution d'une valeur, donc ici c'est la quantité d'ADN par cellule, et on a une période précise qui est la période orange. D'accord? Donc, décrire l'évolution, on a dit que chaque verbe avait une méthode qui lui correspondait, en SVT, donc décrire l'évolution. J'avais dit que je voulais voir apparaître les mots augmentation, diminution, stagnation, rester constant. D'accord? Donc, il y a des mots, des verbes que je veux voir apparaître. Et on a dit toujours qu'il fallait s'appuyer sur des chiffres quand on est face à un graphique. Donc là, il va falloir que je dise, pendant ma période orange, il va falloir que je repère la période orange sur le graphique, d'accord? Elle apparaît plusieurs fois. Est-ce que ma quantité d'ADN par cellule, elle augmente? Est-ce qu'elle diminue? Et en donnant des valeurs de combien elle augmente, de combien elle diminue, en essayant d'être le plus précis possible. D'accord? Extrêmement simple. Une fois qu'on a compris comment ça fonctionnait au niveau du verbe de consigne, augmentation, diminution, stagnation, vous avez ce qu'il vous faut. Okay. Donc c'est bien ça que je veux voir apparaître. La quantité d'ADN, est-ce qu'elle augmente, est-ce qu'elle diminue, est-ce qu'elle reste constante, et des valeurs. Bien. 3. Sachant que cette période orange correspond à la mitose, c'est-à-dire à la division des cellules, cette évolution de la quantité d'ADN à ce moment-là vous paraît-elle logique, justifiée? Donc là, on peut prendre encore un autre stylo. À la mitose, donc ça correspond à la division des cellules. Donc est-ce que, ce qu'on vous demande, c'est est-ce que l'évolution qu'on vient de décrire à la question précédente, elle paraît logique ou pas pour une division des cellules en justifiant très important. Donc cette évolution, vous avez dit que ça augmente ou que ça diminue ou que ça reste constant. Là, on vous dit que cette période, donc orange, elle correspond à la mitose, c'est ce que vous avez marqué là, et cette mitose, en fait, c'est la division des cellules. Donc est-ce que cette quantité-là, cette variation-là, elle paraît logique, en sachant que cette variation, elle se produit au moment où les cellules se divisent. Donc c'est à vous de savoir, oui, non, en justifiant. Là, je peux pas plus vous aider que ça. Il faut vous appuyer sur votre réponse à la question précédente et mettre ça en lien avec le fait que la cellule est en train de se diviser à ce moment-là pour dire si ça vous paraît logique ou pas. Ok? Donc, si, admettons, vous n'y arrivez pas, vous passez à la suivante. Mais essayez vraiment d'y réfléchir. Normalement, ça devrait vous paraître, la réponse devrait vous paraître évidente au bout d'un moment. Alors, quatrième et dernière question, c'est peut-être la plus difficile. Donc, il faut décrire l'évolution de la quantité d'ADN par cellule entre deux divisions des cellules et que cela nous apprend-il sur le problème de départ.
Alors là, important, en fait, un petit peu comme là, hein, là j'avais deux verbes, paraît-elle et justifié. Bien là, j'ai deux verbes également. Ces deux verbes, ce sont décrire l'évolution et que cela nous apprend-il. Donc ça veut dire que j'ai deux choses à réaliser. Alors la première partie, elle n'est pas plus difficile que la question 2, hein, d'accord, c'est une description de l'évolution de la quantité. Alors, ce qui est important, c'est que c'est pas la même période entre deux divisions. Donc entre deux divisions, eh bien on a dit que la division c'était quelle partie? Ça normalement vous devez le savoir. On a dit que la mitose, donc la partie orange, correspondait à la division des cellules. Donc c'est à vous de me dire si entre deux divisions des cellules, la quantité d'ADN reste la même, si elle augmente, si elle diminue. D'accord, c'est toujours la même chose en citant des valeurs, etc. C'est toujours décrire une évolution. Maintenant, c'est peut-être un petit peu plus compliqué parce que peut-être que pendant cette période, il n'y a pas qu'une seule évolution, peut-être qu'il y a plusieurs évolutions, peut-être qu'il y a des moments où ça augmente, des moments où ça diminue, des moments où ça reste constant. Donc soyez précis. S'il y a un moment où ça diminue, puis un moment où ça augmente, il faut me décrire les deux moments. Pareil, s'il y a un moment où ça reste constant, il faut me décrire ce moment où ça reste constant. Donc on essaye d'être précis. Donc là, vous allez décrire une évolution précise entre deux divisions, entre deux périodes orange. Qu'est-ce qui se passe pour la quantité d'ADN? Ça, c'est facile. Et ensuite, il y a la deuxième partie. Hein, que cela nous apprend-il sur notre problème de départ? Donc le problème de départ, il va falloir aller dans ce que vous avez écrit dans votre cahier pour vous en souvenir. Donc là, assez simple, on l'a écrit dans le cahier tout à l'heure, donc vous vous rappelez comment, malgré les divisions permanentes des cellules de l'organisme, parvient-on à conserver 46 chromosomes dans chaque cellule. Donc il va falloir essayer de mettre en lien l'évolution du graphique que vous allez avoir décrit juste avant, hein, entre deux périodes de division, et ce problème-là. Quel lien ça peut avoir avec le maintien des 46 chromosomes malgré les divisions. D'accord? Donc ça, voilà, il va falloir mettre en lien cette évolution entre deux mitoses, hein, l'évolution que vous allez voir là, et cette problématique-là que vous avez écrit dans votre cahier. D'accord? Donc ça, c'est peut-être la dernière partie de la question, là, cette mise en lien, elle n'est pas évidente. Peut-être que vous n'allez pas y arriver et c'est pas grave, je vous donnerai la réponse, je vous réexpliquerai bien ça la semaine prochaine. Ce qui est important, c'est que vous ayez essayé de comprendre et que vous ayez bien fait tout le reste, parce que franchement, tout le reste, c'est à votre portée. Décrire l'évolution, que représente le graphique, essayez de voir si c'est logique et justifié, tout ça c'est simple. Après ça, c'est peut-être un petit peu plus délicat. Donc vous essayez, vous creusez la tête, et puis si à un moment donné vous n'y arrivez pas, eh bien au moins vous y aurez réfléchi et vous serez à même de comprendre la correction. Voilà, donc on arrive au bout de cette vidéo, ce qui veut dire que je vous ai donné toutes les consignes, toutes les aides possibles. Maintenant, ça va être à votre tour de jouer, sachant que je n'attends pas que vous me rendiez cet exercice, hein. J'attends que vous le fassiez avec sérieux, que vous ayez écouté la vidéo, que vous réécoutiez s'il y a des choses que vous n'avez pas compris, que vous me posiez des questions et que vous vous autocorrigiez quand je vous donnerai la correction la semaine prochaine. Voilà, et ben je vous souhaite une bonne semaine et un bon courage à tous.